Personne ne savait qui elle était, et peut-être pour cette raison, personne ne remarqua quand elle apparut à la vente aux enchères. Mais ce jour-là, en entendant un plan de trahison, elle trouva son but. Elle affronta la peur, le rejet et l'indifférence, uniquement pour sauver un étranger. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. La brume matinale enveloppait les rues pavées de Montmartre comme un voile protecteur. Amélie Deschamps, 13 ans à peine, se faufilait entre les étals du marché qui commençait à s'installer. Invisible aux yeux des passants pressés, elle connaissait chaque recoin, chaque angle mort des caméras de surveillance, chaque moment précis où les commerçants détournèrent le regard. 3 ans de vie dans les rues de Paris lui avaient appris l'art de l'invisibilité. Ses cheveux châtains, emmêlés et trop longs, dissimulaient partiellement son visage aux traits fins mais marqués par la fatigue et la faim. Ses vêtements, trop grands et usés, avaient été récupérés dans les poubelles des quartiers chics. Ses yeux, d'un vert intense, étaient les seuls à avoir conservé leur éclat, des yeux qui observaient, analysaient, comprenaient. Ce matin-là, elle avait repéré un boulanger qui laissait souvent quelques invendus de la veille dans un sac près de la porte arrière de sa boutique. Elle attendit patiemment, cachée derrière une benne à ordures, que le livreur termine sa tournée. Quand la ruelle fut déserte, elle s'approcha silencieusement et s'empara du sac. Fin croissant légèrement rassis, et une demi-baguette constituerait son festin du jour. « Hé, toi là !» cria soudain une voix derrière elle. Amélie sursauta et se mit à courir, serrant son butin contre sa poitrine. Elle slaloma entre les poubelles, tourna à l'angle d'une rue puis d'une autre jusqu'à ce qu'elle soit certaine d'avoir semé son poursuivant. Le cœur battant, elle se réfugia dans son abri du moment, un renfoncement sous un pont de la Seine, invisible depuis la promenade touristique où elle avait aménagé un semblant de chez soi avec des cartons et une vieille couverture. Elle y s'assit, dos contre le mur de pierre, et mordit avec délice dans le croissant. 3 ans plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. À l'époque, elle vivait avec sa grand-mère, Madeleine, dans un petit appartement du 18e arrondissement. Madeleine était tout ce qui lui restait comme famille, après que ses parents l'aient abandonnée alors qu'elle n'était qu'un bébé. La vieille dame l'avait élevée seule, avec amour et dignité, malgré leurs faibles ressources. Puis, Madeleine était tombée malade. Une longue maladie qui l'avait emportée lentement. Les services sociaux étaient venus chercher Amélie, l'avaient placée dans un foyer d'accueil. Mais la petite fille, dévastée par la perte de sa grand-mère, n'avait pas supporté la vie en institution. Après 3 tentatives de fugue, elle avait finalement réussi à disparaître dans les rues de Paris. Depuis, elle avait appris à survivre, à trouver de la nourriture, des abris temporaires, à éviter les dangers, qu'ils viennent des adultes mal intentionnés ou d'autres enfants, des rues plus âgées et plus forts qu'elle. Elle avait développé un instinct infaillible pour sentir le danger et une intelligence aiguë pour l'éviter. La Seine coulait paresseusement devant elle, indifférente à sa présence. Amélie finit son croissant, rangea soigneusement la demi-baguette dans son sac à dos élimé et sortit un petit carnet et un crayon. C'était son trésor le plus précieux, offert par sa grand-mère. Elle y dessinait parfois ce qu'elle voyait, des scènes de la vie parisienne, des portraits de passants qui avaient retenu son attention. Mais le plus souvent, elle y notait ses observations sur les gens, les lieux, les habitudes des commerçants et des riverains. Ces notes lui avaient sauvé la vie plus d'une fois, lui permettant d'anticiper les dangers et de saisir les opportunités. Elle griffonna quelques lignes sur son expérience matinale, puis rangea le carnet et se leva. La journée ne faisait que commencer, et elle devait se déplacer constamment pour ne pas attirer l'attention. Elle remonta la berge jusqu'à un escalier qui menait à la rue et se fondit dans le flot des touristes qui commençaient à envahir les quais. Au fil de ses déambulations, elle s'approcha du quartier des Champs-Élysées. Elle n'y venait pas. Souvent, trop de policiers, trop de caméras, trop de risques d'être repérée. Mais elle aimait parfois observer les vitrines luxueuses et imaginer une vie différente. Ce jour-là, pourtant, quelque chose attira son attention. Une effervescence inhabituelle régnait autour d'un bâtiment art déco dont la façade avait été ornée de banderoles élégantes. Des voitures de luxe stationnaient devant l'entrée et des hommes en costume sombre filtraient les entrées. Intriguée, Amélie s'approcha, restant à distance prudente. Elle entendit des bribes de conversation
entre deux femmes élégantes qui passaient après d'elle. Le Lélan annuel de Lacroix Automobile. On dit que la collection cette année est exceptionnelle. First Emos. Mon mari a reçu une invitation, mais il est en déplacement à Dubaï. Ces voitures de collection ne l'intéressent pas autant que moi de toute façon. Un Lélan de voitures de luxe. Amélie avait toujours été fascinée par les mécaniques. Sa grand-mère lui racontait souvent comment son grand-père, qu'elle n'avait jamais connu, était mécanicien automobile et possédait un petit garage dans la banlieue parisienne. Peut-être était-ce génétique, cette fascination pour les moteurs et les belles carrosseries. Poussée par la curiosité, elle décida de s'approcher davantage. L'arrière du bâtiment donnait sur une ruelle moins surveillée. Elle repéra rapidement une échelle de service qui menait à une terrasse du premier étage. Avec l'agilité d'un chat, elle escalada l'échelle et se faufila jusqu'à une fenêtre entr'ouverte. De là, elle avait une vue parfaite sur la salle principale où étaient exposées les voitures. Le spectacle était à couper le souffle. Une dizaine de véhicules aux lignes élégantes et aux carrosseries rutilantes étaient disposés sous des éclairages savamment étudiés. Des hommes et des femmes en tenue de soirée circulaient entre les voitures, s'arrêtant pour admirer un détail, discutant avec animation. Un homme en particulier semblait attirer tous les regards, grand, élégant. La cinquantaine distinguée, il se déplaçait avec l'assurance de celui qui connaît sa valeur. « Monsieur Lacroix est toujours aussi charismatique », chuchota qu'une femme non loin de la cachette d'Amélie. « Olivier Lacroix a le don de transformer tout ce qu'il touche en or », répondit son compagnon. Depuis qu'il a repris l'entreprise familiale, Lacroix Technologies a triplé sa valeur. Et maintenant, il diversifie dans l'automobile de collection. Amélie observa avec attention cet homme qui semblait fasciner tout le monde, Olivier Lacroix. Elle le vit s'arrêter devant une voiture particulière, une élégante berline, aux lignes futuristes, d'un bleu profond qui captait la lumière de manière hypnotique. Le prototype étoile bleue annonça fièrement un homme qui devait être le présentateur de l'événement. Le joyau de notre Leyland, un véhicule unique, intégrant les dernières innovations de Lacroix Technologies en matière de conduite autonome et de connectivité. Amélie vit Olivier Lacroix s'approcher de la voiture, visiblement intéressé. Il posa quelques questions techniques au présentateur qui s'empressa de répondre avec déférence. La jeune fille était tellement absorbée par la scène qu'elle ne remarqua pas immédiatement les deux hommes qui s'étaient approchés d'une porte de service à quelques mètres de sa cachette. « Tout est prêt ?» demanda le premier, un homme trapu aux cheveux grisonnants. « Parfaitement en place, monsieur Mercier », répondit le second plus jeune avec un accent légèrement étranger. « Les modifications sur l'étoile bleue sont indétectables. Dès que les systèmes seront connectés à l'infrastructure personnelle de Lacroix, nous aurons accès à tout. Excellent. Il est temps que notre cher Olivier apprenne qu'on ne trahit pas ses associés impunément. Une fois que nous aurons accès à ces données, sa chute sera spectaculaire. » Amélie se figea, le cœur battant. Elle venait d'entendre quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Ces hommes préparaient quelque chose contre Olivier Lacroix, quelque chose en rapport avec la voiture bleue qu'il semblait tant admirer. Un sabotage, un piège technologique. Elle se rappela les explications du présentateur sur la connectivité avancée du véhicule. Si cette voiture était conçue pour se connecter au système personnel de son propriétaire, et si quelqu'un y avait intégré des dispositifs malveillants, les deux hommes s'éloignèrent, laissant Amélie avec cette information dangereuse. Que devait-elle faire? Ignorer ce qu'elle venait d'entendre et continuer sa vie. Après tout, ces histoires de riches ne la concernaient pas. Ou bien devait-elle tenter de prévenir cet Olivier Lacroix? Mais qui croirait une gamine des rues? Sale et dépenaillée? Elle resta encore un moment à observer la scène. Le Lélan allait bientôt commencer. Les invités prenaient place sur des sièges disposés face à une petite estrade. Olivier Lacroix, lui, s'était installé au premier rang, son regard toujours attiré par l'étoile bleue qui semblait le fasciner. Amélie prit sa décision. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle avait peut-être perdu tout ce qu'elle possédait, mais sa grand-mère lui avait inculqué des valeurs. Ne jamais fermer les yeux devant l'injustice. Toujours faire ce qui est juste, même quand. C'est difficile. Elle se faufila hors de sa cachette et chercha un moyen d'accéder à la salle principale. Elle devait trouver un moyen d'approcher Olivier Lacroix, de lui parler, de le convaincre du danger. Mais comment une petite fille des rues pourrait-elle approcher l'un des hommes les plus puissants de France?
au milieu d'un événement. Ultra sécurisé? Le commissaire-priseur monta sur l'estrade, son marteau d'ivoire à la main. Un silence respectueux s'installa dans la salle. Amélie, qui avait réussi à se faufiler jusqu'à un recoin sombre derrière une tenture, observait la scène avec une anxiété grandissante. Comment pourrait-elle intervenir sans se faire immédiatement expulser ou pire, arrêter? Mesdames et messieurs, bienvenue au 15e l'élan annuel de la Croix automobile, annonça le commissaire-priseur d'une voix solennelle. Nous sommes honorés de votre présence pour cet événement qui réunit les plus belles pièces de collection automobile et les innovations les plus audacieuses de notre époque. Amélie scrutait la salle, cherchant désespérément une solution. Son regard s'arrêta sur un jeune serveur qui circulait entre les rangées, offrant des coupes de champagne aux invités. Une idée germa dans son esprit. Avec précaution, elle se glissa hors de sa cachette et longea le mur jusqu'à atteindre une porte de service. Là, elle attendit. Quelques minutes plus tard, le jeune serveur qu'elle avait repéré poussa la porte, un plateau vide à la main. Il sursauta en voyant Amélie. « Qu'est-ce que tu fais là, toi » chuchota-t-il, surpris mais pas hostile. Amélie prit sa voix la plus désespérée, celle qu'elle utilisait parfois pour attendrir les passants. « S'il te plaît, aide-moi. Je dois absolument parler à Monsieur Lacroix. C'est une question de vie ou de... C'est très urgent. » Le serveur, un jeune homme d'une vingtaine d'années au visage avenant, hésita. « Je ne peux pas t'aider, petite. Je perdrai mon job. Et puis, comment une gamine comme toi connaît Olivier Lacroix? » « Je ne le connais pas, mais j'ai entendu des hommes parler. Ils veulent lui faire du mal avec la voiture bleue, celle qu'il veut acheter. » Le serveur fronça les sourcils, sceptique mais intrigué. « Quels hommes? Qu'est-ce que tu racontes? Un certain Mercier et un autre. » « Hommes. Ils ont mis quelque chose dans la voiture. Des trucs pour espionner ou voler des informations. S'il te plaît, il faut que je prévienne Monsieur Lacroix. » Le jeune homme hésita encore, visiblement tiraillé entre son devoir professionnel et l'urgence qu'il percevait dans les yeux d'Amélie. « Écoute, je ne peux pas t'introduire dans la salle comme ça, mais je peux essayer de faire passer un message. Qu'est-ce que je dois lui dire exactement ?» Amélie réfléchit rapidement. Elle devait être concise et convaincante. « Dis-lui que l'étoile bleue a été piégée par Mercier, qu'il y a des dispositifs cachés pour espionner ses données quand il connectera la voiture à ses systèmes personnels, et que s'il veut des preuves, je peux lui dire exactement où chercher. » Le serveur hocha la tête, encore incertain. « Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Attends ici et ne te fais pas repérer. » Pendant ce temps, dans la salle principale, le l'élan avait commencé. Les premières voitures étaient présentées, suscitant des enchères animées. Olivier Lacroix, assis au premier rang, suivait les ventes avec un intérêt poli mais semblait surtout attendre le clou de la soirée. L'étoile bleue. À ses côtés se tenait un homme élégant d'une trentaine d'années qui se penchait régulièrement pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. C'était Victor Mercier, le fils de Philippe Mercier, ancien associé d'Olivier devenu son plus féroce rival. Officiellement, Victor travaillait comme conseiller stratégique pour Lacroix Technologies depuis 2 ans. Officieusement, il était l'agent de son père, infiltré pour orchestrer la chute de l'empire Lacroix. « L'étoile bleue sera bientôt à vous, Olivier », murmura Victor avec un sourire calculé. « Un bijou de technologie qui complétera parfaitement votre collection. » Olivier acquiesça distraitement. Il appréciait Victor, le trouvait compétent et loyal, bien différent de son père qu'il avait trahi des années auparavant en tentant de vendre des secrets industriels. À leur concurrent, il n'avait jamais tenu les fautes du père contre le fils, et Victor semblait avoir à cœur de prouver sa valeur par lui-même. Le jeune serveur s'approcha discrètement de leur rangée, son plateau garni de nouvelles coupes. Alors qu'il offrait une coupe à Olivier, il se pencha légèrement. « Monsieur Lacroix, pardonnez mon audace, mais j'ai un message urgent pour vous. Une jeune fille m'a demandé de vous prévenir que l'étoile bleue a été piégée par Mercier. Elle dit qu'il y a des dispositifs d'espionnage cachés dans la voiture. » Olivier se raidit imperceptiblement, mais garda une expression neutre. À côté de lui, Victor se tendit légèrement, son regard s'assombrissant. « Cette jeune fille, où est-elle » demanda Olivier à voix basse. « Près de la porte de service, monsieur. »« Elle attend. » Olivier échangea un regard avec l'homme. Assis de l'autre côté, un colosse discret en costume impeccable, Jean-Marc, son chef de sécurité. « Vérifiez ça » ordonna-t-il simplement. Jean-Marc se leva sans un mot et quitta la salle.
Victor, qui avait saisi des bribes de la conversation, afficha un sourire condescendant. « Une tentative de sabotage de la vente, Olivier ? Certains de vos concurrents sont vraiment prêts à tout. » Olivier ne répondit pas, son attention de nouveau tournée vers le Leyland. Mais son esprit, lui, tournait à plein régime. Qui était cette mystérieuse informatrice? Pourquoi mentionnait-elle Mercier? Parlait-elle de Philippe, avec qui il avait rompu toute relation d'affaires depuis des années, ou de Victor, qui travaillait à ses côtés? Et surtout, disait-elle, vrai. Pendant ce temps, Jean-Marc avait rejoint Amélie dans le couloir de service. La jeune fille sursauta en voyant le colosse s'approcher d'elle. « Tu es celle qui a envoyé un message à Monsieur Lacroix ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce pour un homme de sa stature. Amélie hocha la tête, intimidée mais déterminée. « Monsieur Lacroix veut te parler, mais pas ici et pas maintenant. Le Leyland va durer encore 1 heure. Peux-tu attendre ?»« Charles met la voiture bleue. Il ne doit pas l'acheter, » s'exclama Amélie paniquée. « Ne t'inquiète pas pour ça. Monsieur Lacroix sait ce qu'il fait. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu as entendu. » Amélie raconta en détail la conversation surprise entre les 2 hommes. Jean-Marc l'écouta attentivement, sans l'interrompre, son visage restant impénétrable. « Tu as bien fait de venir nous prévenir, » dit-il finalement. « Maintenant, suis-moi. Je vais te conduire dans un endroit sûr où tu pourras attendre la fin du Leyland. » Il la guida à travers un dédale de couloirs jusqu'à un petit bureau. « Attends ici. Il y a de l'eau et des biscuits dans le placard. Je reviendrai te chercher quand ce sera terminé. » Une fois seule, Amélie inspecta la pièce. C'était un bureau fonctionnel, probablement celui d'un employé administratif. Elle trouva effectivement de l'eau et des biscuits qu'elle dévora avec avidité. Puis elle s'installa dans le fauteuil, épuisée par les émotions de la journée. Malgré elle, ses paupières se fermèrent et elle s'endormit. Dans la salle du Leyland, l'événement suivait son cours. Plusieurs voitures avaient déjà été vendues à des prix astronomiques. Vint enfin le moment que tous attendaient, la présentation de l'Étoile bleue. « Mesdames et messieurs, » annonça le commissaire-priseur avec emphase, « j'ai l'honneur de vous présenter le joyau de notre Leyland, l'Étoile bleue, prototype unique alliant l'élégance du design automobile français à la technologie de pointe développée par Lacroix Technologies. » La voiture fut dévoilée sous les applaudissements des invités. Sa carrosserie d'un bleu profond semblait absorber puis renvoyer la lumière des projecteurs, créant un effet presque hypnotique. Ce véhicule révolutionnaire intègre le système de conduite autonome, Lacroix Drive 3.0, ainsi que la plateforme de connectivité totale HomeSync, permettant une intégration parfaite avec votre environnement personnel et professionnel. Imaginez une voiture qui connaît vos préférences, anticipe vos besoins et se synchronise automatiquement avec tous vos appareils. Olivier écoutait la présentation avec une expression indéchiffrable. À ses côtés, Victor semblait tendu. Malgré son sourire de façade, les enchères débuteront à 3 millions d'euros, annonça le commissaire-priseur. Une main se leva immédiatement, puis une autre. Les enchères s'envolèrent rapidement, atteignant des sommets vertigineux. Olivier restait silencieux, observant la bataille qui se déroulait devant lui. Ce n'est que lorsque le prix atteignit 8 millions d'euros qu'il leva enfin la main. 8 500 000, annonça le commissaire-priseur. Un silence s'installa dans la salle. Personne n'osa surenchérir sur Olivier Lacroix. Après tout, l'Étoile bleue était en partie sa création. Intégrant la technologie de son entreprise, il semblait presque naturel qu'elle lui revienne. Adjugée à M. Lacroix pour 8 500 000 euros. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Victor se pencha vers Olivier, un sourire aux lèvres. « Félicitations, Olivier. Vous venez d'acquérir un chef-d'œuvre technologique. » En effet, Victor, un investissement fascinant à plus d'un titre. Le Leyland se termina peu après. Les invités commencèrent à quitter la salle, commentant avec animation les acquisitions de la soirée. Olivier resta assis, échangeant quelques mots avec des connaissances qui venaient le féliciter. Victor s'excusa et s'éclipsa, prétextant un appel urgent à passer. Dès qu'il fut hors de vue, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Père, c'est fait. Lacroix a acheté l'Étoile bleue. » À l'autre bout de la ligne, Philippe. Mercier sourit avec satisfaction. « Parfait. Dès qu'il connectera la voiture à ses systèmes, nous aurons accès à tout. Sa chute sera spectaculaire. » « Il y a juste un petit problème, » ajouta Victor hésitant. Une gamine a essayé de le prévenir.
Je ne sais pas comment, mais elle a eu vent de notre plan. Une gamine? De quoi parles-tu? Une enfant des rues, apparemment. Elle a réussi à faire passer un message à Olivier pendant le l'élan. Philippe Mercier laissa échapper un juron. Et tu crois qu'il l'a prise au sérieux? Je ne sais pas. Il n'a rien laissé paraître. Mais vous connaissez Olivier. Il ne laisse jamais rien au hasard. Trouve cette gamine. Découvre. Ce qu'elle sait exactement et comment elle l'a appris. Et assure-toi qu'elle ne parlera plus. Bien, père. Pendant ce temps, Amélie dormait toujours dans le petit bureau. Elle fut réveillée par Jean-Marc, qui entrait doucement. « Réveille-toi, petite. Monsieur Lacroix veut te voir maintenant. » Encore groggy de sommeil, Amélie se leva et suivit le colosse à travers le bâtiment désormais presque vide. Ils arrivèrent dans une grande pièce où l'étoile bleue trônait, majestueuse sous les projecteurs. Olivier Lacroix se tenait à côté, accompagné de 2 hommes en blouse blanche qui semblaient examiner le véhicule avec des instruments sophistiqués. Quand il vit Amélie, Olivier s'approcha d'elle, l'observant avec curiosité. « Alors, c'est toi, ma mystérieuse informatrice ?» dit-il d'une voix douce, sans condescendance. Amélie hocha la tête, soudain intimidée par cet homme dont elle avait entendu parler avec tant de déférence tout au long de la soirée. « Comment t'appelles-tu ?»« Amélie. Amélie Deschamps. »« Eh bien, Amélie Deschamps, tu as quelque chose de très important à me dire, il me semble. » Amélie hésita un instant, intimidée par le regard perçant d'Olivier Lacroix. Puis, rassemblant son courage, elle raconta tout ce qu'elle avait entendu. La conversation entre les 2 hommes, les modifications secrètes apportées à l'étoile bleue, le plan d'espionnage destiné à accéder aux données personnelles et professionnelles d'Olivier. « Je sais que ça paraît fou, » conclut-elle, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi croiriez-vous une fille comme moi? Mais je vous jure que c'est la vérité. J'ai tout entendu. » Olivier l'écouta, sans l'interrompre, son visage restant impassible. Quand elle eut terminé, il se tourna vers les 2 techniciens qui examinaient toujours la voiture. « Alors, messieurs, qu'avez-vous trouvé ?» L'un des hommes en blouse blanche s'approcha, l'air grave. « Monsieur Lacroix, nous avons détecté plusieurs anomalies. Des dispositifs non répertoriés dans les spécifications d'origine ont été intégrés au système de connectivité. Il s'agit de composants sophistiqués, pratiquement indétectables lors d'une inspection standard. Et leur fonction? Ils semblent conçus pour créer une porte dérobée dans votre réseau personnel dès que la voiture serait synchronisée avec vos autres appareils. Une fois activés, ces dispositifs permettraient à un tiers d'accéder à toutes vos données, professionnelles et personnelles. » Olivier hocha lentement la tête, comme si cette confirmation ne faisait que renforcer un soupçon déjà présent. « Pouvez-vous déterminer qui a installé ces dispositifs? » « Pas avec certitude, monsieur, mais ils portent certaines caractéristiques des technologies développées par Nextech Industries. » Un éclair passa dans les yeux d'Olivier. Nextech Industries, l'entreprise fondée par Philippe Mercier après leur rupture professionnelle. « Je vois. Continuez l'examen complet et préparez-moi un rapport détaillé. » Les techniciens retournèrent à leur travail, laissant Olivier seul avec Amélie et Jean-Marc. Le puissant homme d'affaires observa la jeune fille avec un nouveau regard. Un mélange de curiosité et de reconnaissance. « Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui, Amélie. Sans ton intervention, j'aurais probablement connecté cette voiture à mes systèmes dès demain, ouvrant la porte à une catastrophe. » Amélie haussa les épaules, mal à l'aise face à ces remerciements. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. La justice est rare dans ce monde, surtout quand elle ne sert pas directement nos intérêts personnels, » remarqua Olivier avec un sourire mélancolique. « Dis-moi, comment une jeune fille aussi perspicace que toi se retrouve-t-elle dans cette situation ?» Amélie détourna le regard, soudain consciente de son apparence négligée face à cet homme impeccablement vêtu. « Ma grand-mère est partie il y a 3 ans. Elle était ma seule famille. Je n'ai pas supporté le foyer où l'on m'a placé, alors je me suis enfui. »« Et tu vis dans la rue depuis ?» Elle acquiesça silencieusement. « As-tu faim ?» demanda soudain Olivier, changeant de sujet avec une délicatesse inattendue. Amélie réalisa qu'en effet, malgré les biscuits avalés plus tôt, son estomac criait famine. Elle hocha la tête, incapable de mentir sur ce point. « Jean-Marc, pourriez-vous nous faire apporter quelque chose à manger? Et peut-être pourrions-nous trouver des vêtements plus confortables pour notre jeune ami. »
Le chef de sécurité acquiesça et s'éloigna pour exécuter ses demandes. Olivier invita Amélie à s'asseoir sur une banquette près de la voiture. « J'aimerais te poser quelques questions supplémentaires, si tu le permets. Ces hommes que tu as entendus, pourrais-tu les reconnaître ?» Le plus âgé, oui, je l'ai bien vu. L'autre était partiellement dans l'ombre. Olivier sortit son téléphone et fit défiler quelques photos avant de s'arrêter sur l'une d'elles. Une photo de Philippe Mercier lors d'une conférence de presse. « Est-ce lui ?» Amélie examina attentivement l'image. « Oui, c'est lui, l'homme que l'autre appelait Monsieur Mercier. » Olivier rangea son téléphone, pensif. « Et l'autre homme, as-tu entendu son nom ou remarqué quelque chose de particulier à son sujet ?» Amélie ferma les yeux, essayant de se remémorer les détails. Il avait un léger accent, pas français, et il semblait jeune, d'après sa voix. À ce moment, Jean-Marc revint, accompagné d'une femme élégante d'une 50aine d'années qui portait un plateau de nourriture et un sac. « Amélie, je te présente Madame Fournier, mon assistante personnelle. Elle t'a apporté de quoi manger et quelques vêtements qui devraient aller. » Madame Fournier sourit chaleureusement à la jeune fille, sans la moindre trace de jugement dans son regard. « Enchantée, Amélie. Il y a une petite salle de bain juste là, » dit-elle en indiquant une porte. « Tu pourras t'y rafraîchir et te changer si tu le souhaites. » Amélie regarda le sac avec hésitation, puis le plateau de nourriture qui dégageait des arômes délicieux. Sandwich frais, fruits, pâtisserie. Son estomac grogna bruyamment, trahissant sa faim. « Mange d'abord, » suggéra Olivier avec un sourire. « Nous avons le temps. » Pendant qu'Amélie dévorait le repas avec l'appétit féroce de ceux qui connaissent la faim véritable, Olivier s'entretint à voix basse avec Jean-Marc et Madame Fournier. La jeune fille, tout en mangeant, captait des bribes de leur conversation. Contacter Sophie Moreau des services sociaux. Situation temporaire, jusqu'à ce que nous comprenions l'ampleur. La villa de Neuilly serait plus sûre que l'appartement du centre. Quand elle eut fini de manger, Amélie prit le sac de vêtements et se dirigea vers la salle de bain indiquée. Elle y trouva une douche, des serviettes propres et même une brosse à cheveux neuve. Le sac contenait un jean, un t-shirt, un sweat à capuche, des sous-vêtements et des chaussettes, tous simples mais de bonne qualité et à sa taille. Pour la première fois depuis des mois, elle prit une douche chaude, laissant l'eau emporter, la crasse accumulée et dénouer ses muscles tendus. Elle se lava les cheveux avec un shampoing parfumé, s'émerveillant de sa douceur. Puis, elle enfila les vêtements neufs, savourant la sensation du tissu propre contre sa peau. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la jeune fille qui lui faisait face, propre, presque présentable, avec des vêtements à sa taille. Quand elle ressortit, Olivier était seul, assis près de l'étoile, bleu absorbé dans la lecture d'un document. Il leva les yeux et sourit en la voyant. « Te voilà transformée. Comment te sens-tu »« Mieux, » admit Amélie, encore surprise par sa propre apparence. « Merci pour les vêtements et la nourriture. C'est bien peu de choses comparé au service que tu m'as rendu. » Il rangea le document et lui fit signe de s'asseoir à nouveau. « Amélie, j'ai une proposition à te faire. Il est tard et il serait irresponsable de ma part de te laisser retourner dans la rue, surtout après ce qui s'est passé. J'aimerais que tu acceptes de passer quelques jours dans ma résidence secondaire, le temps que nous éclaircissions toute cette affaire. » Amélie le regarda avec méfiance. Les années passées dans la rue lui avaient appris à se méfier des offres trop belles. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas. »« C'est vrai, » admit Olivier, « mais je sais reconnaître une personne exceptionnelle quand j'en rencontre une. Tu as fait preuve d'un courage et d'une intégrité rares en venant me prévenir. Et puis, ajouta-t-il, avec une pointe d'humour, tu es désormais impliqué dans cette affaire. Les personnes qui ont saboté cette voiture pourraient vouloir te retrouver. Ta sécurité me préoccupe. » Amélie réfléchit. C'était tentant. Un toit, de la nourriture, la sécurité, mais elle avait appris à se méfier des apparences. « Je ne serai pas prisonnière, je pourrai partir quand je voudrais ?» « Bien sûr. Tu es libre de tes mouvements. Je te demande juste de rester quelques jours, le temps que nous démêlions cette histoire et que nous trouvions une solution plus permanente pour ta situation. » Elle hésita encore un instant, puis acquiesça lentement. « D'accord, quelques jours seulement. » « Excellent. Jean-Marc va nous conduire. La villa n'est pas très loin, à Neuilly-sur-Seine. » Pendant ce temps, dans un luxueux bureau du quartier de la Défense, Philippe Mercier écoutait le rapport de son fils, Victor,
avec une colère grandissante. « Comment a-t-elle pu entendre votre conversation? Où étiez-vous? » « Nous étions dans une zone supposée sécurisée, père. Cette gamine a dû se faufiler par les conduits d'aération ou quelque chose du genre. Et maintenant, Lacroix est au courant. Il va faire examiner la voiture, découvrir nos dispositifs. Tout notre plan est compromis. » Victor secouait la tête, frustré mais pas abattu. « Pas nécessairement. Olivier a quand même acheté la voiture. Il est possible qu'il n'ait pas pris au sérieux les divagations d'une enfant des rues. Et même s'il fait examiner le véhicule, nos dispositifs sont pratiquement indétectables, sans un examen approfondi. » Philippe se leva, faisant les 100 pas dans son bureau. « Tu sous-estimes Olivier Lacroix. Il n'a pas bâti son empire en négligeant les détails ou en ignorant les avertissements, aussi improbable soit-il. Non, il faut partir du principe qu'il est maintenant méfiant. Nous devons modifier notre stratégie. Que suggérez-vous? D'abord, nous devons retrouver cette fille, découvrir exactement ce qu'elle sait et comment elle l'a appris. Ensuite, nous pourrons décider de la marche à suivre. » Victor acquiesça, son visage se durcissant. « Je vais m'en occuper personnellement. » Dans la limousine qui traversait Paris en direction de Neuilly-sur-Seine, Amélie regardait défiler les lumières de la ville, émerveillée par le luxe feutré du véhicule. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans une telle situation. Olivier, assis en face d'elle, travaillait sur sa tablette, lui laissant l'espace nécessaire pour s'habituer à ce nouvel environnement. De temps à autre, il levait les yeux et lui souriait brièvement, avant de retourner à son travail. « Nous arrivons, monsieur », annonça Jean-Marc depuis le siège conducteur. La limousine s'engagea dans une allée privée, bordée d'arbres élégamment éclairés. Au bout de l'allée se dressait une magnifique villa de style art déco, aux lignes épurées et élégantes. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale, où les attendait Madame Fournier, arrivée avant eux. « Bienvenue chez moi, Amélie », dit simplement Olivier en l'invitant à descendre. La jeune fille sortit de la voiture, intimidée par la grandeur des lieux. La villa était imposante sans être ostentatoire, une demeure élégante qui respirait le luxe discret et le bon goût. « Tu dois être épuisée », remarqua Olivier. « Madame Fournier va te montrer ta chambre. Nous parlerons plus longuement demain matin. » Amélie suivit l'assistante à l'intérieur de la villa, traversant un hall d'entrée au sol en marbre et aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain. Madame Fournier la guida à travers un escalier majestueux jusqu'au premier étage, puis le long d'un couloir aux murs crème et aux portes en bois précieux. « Voici ta chambre », annonça-t-elle en ouvrant l'une des portes. « J'espère qu'elle te conviendra. » Amélie resta bouche bée. La pièce était spacieuse, lumineuse, malgré l'heure tardive, grâce à un éclairage doux et chaleureux. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, recouvert d'une couette moelleuse. Une commode, une armoire et un bureau en bois clair complétaient l'ameublement. Une porte entr'ouverte laissait apercevoir une salle de bain privée. « C'est pour moi ?» murmura-t-elle incrédule. « Bien sûr », sourit Madame Fournier. « Tu trouveras des vêtements dans l'armoire. J'ai pris la liberté d'acheter quelques tenues qui devraient aller. Il y a aussi des articles de toilette. Dans la salle de bain. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à utiliser le téléphone sur la table de nuit pour me contacter. » Amélie hocha la tête, encore abasourdie par ce revirement de situation. En l'espace de quelques heures, elle était passée de la rue à cette chambre digne d'un palace. « Repose-toi bien », ajouta Madame Fournier avec douceur. « Le petit déjeuner sera servi à 8h30, mais ne t'inquiète pas si tu te réveilles plus tard. Nous le garderons au chaud pour toi. » Une fois seule, Amélie explora sa chambre avec émerveillement. Elle ouvrit l'armoire et découvrit plusieurs tenues, jeans, t-shirts, pulls, même une jolie robe, tout simple mais de qualité. Dans la salle de bain, elle trouva des serviettes moelleuses, des produits de toilette haut de gamme, et même une brosse à dents neuve. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. De là, elle pouvait voir un jardin magnifiquement entretenu, éclairé par des lumières discrètes qui mettaient en valeur les sculptures et les fontaines. Tout cela semblait irréel, comme un rêve dont elle craignait de se réveiller. Pourtant, le contact du drap soyeux sous ses doigts était bien réel. L'odeur délicate du savon sur sa peau était bien réelle. La sensation de satiété dans son estomac était bien réelle. Pour la première fois depuis 3 ans, Amélie s'allongea dans un vrai lit, propre, confortable et sécurisé.
Pour la première fois depuis la disparition de sa grand-mère, elle se sentait en sécurité. Elle s'endormit presque instantanément, bercée par le silence luxueux de la villa. Dans son bureau au rez-de-chaussée, Olivier Lacroix travaillait, tard examinant le rapport préliminaire des techniciens sur l'étoile bleue. Les dispositifs découverts étaient sophistiqués, presque indétectables, sans un examen minutieux. C'était clairement l'œuvre de professionnels. Son téléphone vibra. Un message de Jean-Marc. Sécurité renforcée autour de la propriété. 2 agents en civil pour la surveillance 24/7. La fille est en sécurité. Olivier répondit simplement « Merci ». Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris au loin. Qui aurait cru qu'une simple enfant des rues déjouerait un complot soigneusement orchestré par son plus vieil ennemi? Le destin avait parfois un sens de l'humour étrange. Son regard se posa sur une photo encadrée sur son bureau. Un jeune homme souriant, portant une tenue de ski, avec les Alpes en arrière-plan. Lucas, son fils. Ils ne s'étaient pas parlé depuis près d'1 an, depuis cette dispute terrible où Lucas lui avait reproché d'être un père absent, trop occupé par ses affaires pour s'intéresser à sa propre famille. Une idée germa dans l'esprit d'Olivier. Peut-être que cette étrange rencontre avec Amélie était l'occasion de réparer plus qu'un simple complot industriel. Le lendemain matin, Amélie se réveilla lentement, désorientée par le confort inhabituel. Pendant quelques secondes, elle crut avoir rêvé, le l'élan Olivier Lacroix, la voiture piégée, cette chambre somptueuse. Puis la réalité s'imposa doucement. Tout cela était bien réel. Elle regarda le réveil sur la table de chevet. 9h47. Jamais elle n'avait dormi aussi tard dans la rue, où l'instinct de survie l'obligeait à être vigilante dès les premières lueurs du jour. Elle se leva, s'étira et se dirigea vers la salle de bain. Elle prit une nouvelle douche, savourant cette luxueuse habitude qu'elle avait presque oubliée, puis s'habilla avec des vêtements propres trouvés dans l'armoire, un jean bleu, un t-shirt blanc et un gilet gris. Quand elle ouvrit la porte de sa chambre, elle trouva Madame Fournier qui passait justement dans le couloir. « Ah, bonjour Amélie. As-tu bien dormi ?»« Comme jamais, » m'avoua la jeune fille avec un petit sourire timide. « Parfait. Le petit déjeuner t'attend dans la salle à manger. Monsieur Lacroix est déjà parti pour une réunion urgente, mais il m'a demandé de te dire qu'il serait de retour pour le déjeuner. En attendant, fais comme chez toi. » Amélie suivit Madame Fournier jusqu'à une salle à manger baignée de lumière naturelle. Une baie vitrée donnait sur une terrasse et le jardin qu'elle avait aperçu la veille. Sur la table, un petit déjeuner, digne d'un hôtel de luxe, l'attendait. Croissants, pain frais, confiture, fruits, yaourt, jus de fruits pressés, chocolat chaud. C'est... Pour moi tout ça ? Demanda-t-elle abasourdie. Bien sûr. Sers-toi ce qui te fait plaisir. Je dois m'occuper de quelques tâches, mais n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Restée seule, Amélie s'assit et contempla ce festin. Dans la rue, son petit déjeuner se limitait généralement à un morceau de pain récupéré la veille, quand elle avait de la chance. Elle se servit un chocolat chaud, prit un croissant et commença à manger avec appétit, tout en observant le jardin par la fenêtre. Après le petit déjeuner, curieuse, elle entreprit d'explorer la villa. Le rez-de-chaussée comprenait, outre la salle à manger, un vaste salon au canapé confortable, une bibliothèque impressionnante remplie de livres sur tous les sujets, une salle de musique avec un piano à queue et un bureau qui devait être celui d'Olivier, porte close. Elle n'osa pas y entrer. Dans la bibliothèque, elle trouva une section entière consacrée à la mécanique automobile et aux nouvelles technologies. Fascinée, elle prit un livre sur l'histoire des moteurs et s'installa dans un fauteuil confortable près d'une fenêtre. La lecture avait toujours été son refuge. Sa grand-mère, ancienne institutrice, lui avait transmis cet amour des livres, et même dans la rue, Amélie avait continué à lire, récupérant des livres jetés ou passant des heures dans les bibliothèques publiques où elle pouvait se réchauffer tout en nourrissant son esprit. Elle était tellement absorbée par sa lecture qu'elle ne remarqua pas immédiatement la présence d'un jeune homme qui l'observait depuis l'entrée de la pièce. Ce n'est que lorsqu'il s'éclaircit la gorge qu'elle sursauta, refermant brusquement le livre. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur », dit-il avec un sourire embarrassé. Il devait avoir 16 ou 17 ans,
grand et mince, avec des cheveux bruns légèrement en bataille et les mêmes yeux perçants qu'Olivier Lacroix. Le lien de parenté était évident. « Tu dois être Amélie, continua-t-il. Je suis Lucas, le pou, fils d'Olivier. »« Oui, c'est moi, balbutia Amélie, surprise. Je ne savais pas que tu serais là. » Lucas haussa les épaules. « Je ne devais pas être là. J'étais censé rester chez ma mère cette semaine. Mais mon père m'a appelé ce matin, m'a parlé de toi et de ce qui s'est passé hier. Il m'a demandé de venir. C'est rare qu'il me demande quoi que ce soit, alors j'ai été curieux. » Il s'approcha et jeta un œil au livre qu'elle tenait. « L'évolution des moteurs à combustion interne depuis 1900. Lecture légère, à ce que je vois, plaisanta-t-il. Amélie rougit légèrement. « J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. »« Moi aussi, » répondit Lucas avec un sourire plus chaleureux. « Mais je préfère l'électronique et la programmation au moteur. Tu veux que je te fasse visiter le reste de la maison? Il y a des choses assez cool que tu n'as probablement pas encore vues. » Amélie hésita un instant, puis acquiesça. Elle suivit Lucas qui lui fit découvrir des parties de la villa qu'elle n'avait pas encore explorées. Une salle de cinéma privée au sous-sol, une piscine intérieure et même un petit atelier de mécanique où Olivier restaurait parfois de vieilles voitures de collection. « Ton père est vraiment passionné par les voitures », remarqua Amélie en observant les outils parfaitement rangés et les pièces mécaniques étiquetées avec soin. « Oui, c'est son échappatoire », répondit Lucas. « Quand il travaille ici, c'est le seul moment où il décroche vraiment de son entreprise, mais il n'a plus beaucoup de temps pour ça ces dernières années. » Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix qu'Amélie ne manqua pas de remarquer. « Vous ne vous voyez pas souvent ?» demanda-t-elle doucement. Lucas soupira. « Pas vraiment, non. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Je vis principalement avec ma mère et mon père. Eh bien, Lacroix Technologies prend presque tout son temps. » Il changea rapidement de sujet, lui montrant une vieille moto en cours de restauration, dans un coin de l'atelier. Mais Amélie avait perçu la blessure sous-jacente. Ce garçon privilégié qui avait tout ce dont elle avait été privée, confort matériel, éducation, sécurité, souffrait d'un autre type de manque. À midi, Madame Fournier vint les chercher pour le déjeuner. Olivier était revenu et les attendait dans la salle à manger. Il sourit en voyant les deux adolescents arriver ensemble. « Je vois que vous avez fait connaissance, » dit-il avec satisfaction. « Lucas m'a fait visiter la maison, » expliqua Amélie. « C'est vraiment un endroit incroyable. Je suis heureux que cela te plaise. Asseyez-vous, je vous en prie. » Le déjeuner fut servi par un chef qui semblait être venu spécialement pour l'occasion. Pendant le repas, Olivier interrogea doucement Amélie sur sa vie avant la rue, sur sa grand-mère, sur ses intérêts. Il écoutait attentivement ses réponses, posant parfois des questions pertinentes qui montraient qu'il était réellement intéressé par son histoire. Lucas, de son côté, observait cet échange avec un mélange de curiosité et d'étonnement. Il n'avait pas vu son père aussi attentif et engagé dans une conversation depuis longtemps. Après le dessert, Olivier aborda finalement le sujet qui lui tenait à cœur. « Amélie, j'ai contacté une amie qui travaille aux services sociaux ce matin, Sophie Moreau. C'est quelqu'un de confiance qui s'occupe de cas particuliers. Je lui ai expliqué ta situation, du moins les grandes lignes. Elle aimerait te rencontrer. » Amélie se raidit immédiatement. Les services sociaux signifiaient retour au foyer, règles strictes, perte de liberté. « Je n'ai pas besoin des services sociaux, » dit-elle avec méfiance. « Je me débrouille très bien toute seule. »« Je comprends ta réticence, » répondit Olivier avec douceur, « mais ta situation actuelle n'est pas tenable. Une jeune fille intelligente comme toi devrait être à l'école, pas dans la rue. Sophie n'est pas comme les autres assistantes sociales que tu as pu rencontrer. Elle cherche vraiment à trouver des solutions adaptées à chaque enfant. »« Et si je refuse ?» demanda Amélie, un éclair de défi dans les yeux. « Alors nous chercherons une autre solution. Je t'ai promis que tu n'étais pas prisonnière ici, et je tiens parole. Mais j'aimerais que tu lui parles, au moins. » Amélie hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je lui parlerai, mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. » Sourit Olivier. Après le déjeuner, Lucas proposa à Amélie de lui montrer sa collection de jeux vidéo. Olivier retourna dans son bureau, mais avant de partir, il prit son fils à part. « Merci d'être venu, Lucas. C'est important pour moi. » Le jeune homme haussa les épaules, gêné par cette soudaine démonstration d'affection.
Pas de problème, Amélie est cool. Elle a l'air d'avoir vécu des trucs difficiles. Plus que tu ne l'imagines, confirma Olivier. C'est pourquoi j'aimerais que tu l'aides à se sentir à l'aise ici. Elle a besoin d'un ami, pas d'adultes qui lui disent quoi faire. Lucas regarda son père avec un nouvel intérêt. C'est important pour toi, n'est-ce pas? Cette fille, ce qu'elle devient. Oui, admit Olivier, elle m'a sauvé d'un désastre professionnel, au risque de sa propre sécurité. Elle mérite une chance de s'en sortir. Le reste de la journée passa rapidement. Lucas montra à Amélie comment jouer à ses jeux vidéo préférés. Elle se révéla étonnamment douée, apprenant rapidement les commandes et développant des stratégies efficaces. Plus tard, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque où ils discutèrent de livres et de musique. Malgré leur parcours radicalement différents, ils découvrirent qu'ils partagèrent de nombreux goûts et intérêts. En fin d'après-midi, Sophie Moreau arriva. Ce n'était pas du tout ce qu'Amélie avait imaginé. Pas de tailleur strict ni de regard condescendant. Sophie était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et au sourire chaleureux, vêtue simplement d'un jean et d'un pull coloré. Olivier les installa dans un petit salon et s'éclipsa discrètement, les laissant seuls. Sophie ne sortit ni formulaire ni dossier. Elle se contenta de discuter avec Amélie, lui posant des questions sur sa vie, ses aspirations, ses craintes, sans jamais la juger ni la presser. « Je comprends pourquoi tu t'es enfui, » dit-elle après avoir écouté l'histoire d'Amélie. « Le système n'est pas parfait, loin de là. Certains foyers peuvent être des endroits difficiles, surtout pour une jeune fille sensible et intelligente comme toi. Alors vous comprenez pourquoi je ne veux pas y retourner, » répondit Amélie sur la défensive. « Parfaitement. Et je ne te propose pas cela. Ce que je cherche, c'est une solution qui te convienne, où tu te sentes en sécurité et respecté. Comme quoi, une famille d'accueil? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. » Sophie sourit doucement. Il existe différentes options. Des familles d'accueil spécialisées pour les adolescents autonomes, des foyers à petit effectif, avec un encadrement personnalisé, ou même, dans certains cas particuliers, des arrangements plus non conventionnels. Amélie la regarda avec méfiance. « Que voulez-vous dire? Olivier m'a parlé de ta situation particulière. Comment tu l'as aidé? Le danger potentiel que représentent ces personnes qui ont saboté la voiture. Il s'inquiète pour ta sécurité et il se sent responsable de toi. » « Je ne suis pas sa responsabilité, » protesta Amélie. « Il m'a déjà suffisamment aidé. »« C'est vrai, mais il aimerait faire plus. Il m'a proposé une solution, temporaire. Le temps que nous trouvions un arrangement permanent qui te convienne. Il serait prêt à t'accueillir ici, sous sa tutelle provisoire, pendant quelques mois. Cela te donnerait le temps de te stabiliser, de retourner à l'école, de réfléchir à ce que tu veux vraiment. » Amélie resta bouche bée. « Il veut que je reste ici. Pourquoi ferait-il ça? Je pense que c'est une question que tu devrais lui poser directement, » suggéra Sophie. « Mais avant cela, je veux que tu saches que c'est une proposition, pas une obligation. Si tu préfères une autre solution, nous la chercherons ensemble. L'important est que tu ne retournes pas dans la rue. » Quand Sophie partit, Amélie resta longtemps assise dans le salon, réfléchissant à cette conversation. Rester ici, dans cette villa somptueuse, avec Olivier Lacroix comme tuteur temporaire, c'était surréaliste. Pourquoi un homme aussi important s'encombrerait-il d'une adolescente des rues qu'il connaissait à peine? Elle fut tirée de ses réflexions par l'arrivée de Lucas. « Alors, comment ça s'est passé avec l'assistante sociale ?» demanda-t-il, en s'asseyant en face d'elle. « Bien, je crois. Elle est différente de ce que j'imaginais. »« Sophie est géniale, » confirma Lucas. « Elle a aidé mon père après le divorce, quand il ne savait pas trop comment gérer la situation. »« Là avec moi. Ça aide ton père ?» Amélie hésita puis se lança. « Sophie m'a dit qu'il proposait que je reste ici pendant quelque temps, comme sa pupille temporaire ou quelque chose comme ça. »« Sérieusement ?» Lucas semblait sincèrement surpris. « Waouh! Je ne l'ai pas vu prendre une décision aussi impulsive depuis... Eh bien jamais, en fait. Il réfléchit toujours à tout 10 fois avant d'agir. »« Pourquoi ferait-il ça ?» demanda Amélie, exprimant à voix haute la question qui la tourmentait. Lucas réfléchit un moment. « Je ne sais pas exactement, mais ce que tu as fait, le prévenir pour... La voiture, c'était vraiment important. Mon père n'est pas du genre à oublier ce genre de choses. Et puis, il hésita. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose chez toi qui semble l'avoir touché.
Peut-être qu'il voit une occasion de faire quelque chose de bien, de vraiment important, qui n'a rien à voir avec les affaires. Ou l'argent. Amélie médita ces paroles. L'idée qu'elle ait pu toucher cet homme puissant, qu'elle ait éveillé en lui un désir d'aider au-delà de la simple reconnaissance, était étrange mais réconfortante. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle à Lucas. « Ça ne te dérangerait pas que je reste ici ?»« Pas du tout, » répondit-il avec un sourire sincère. « C'est plutôt cool d'avoir quelqu'un de mon âge dans cette grande maison vide. Et puis, tu es la première. Personne que je rencontre qui arrive à me battre à Cosmic Racers. » Amélie sourit à son tour. « Je t'ai laissé gagner la dernière partie. »« Menteuse !» s'exclama Lucas en riant. « Revanche !»« Avec plaisir. » Pendant qu'il jouait, Amélie se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, elle pourrait s'habituer à cette nouvelle vie. Peut-être que cette rencontre improbable avec Olivier Lacroix était le tournant dont elle avait besoin pour laisser derrière elle les années de solitude et de survie. À l'autre bout de Paris, dans les bureaux de Nextech Industries, Philippe Mercier recevait un rapport inquiétant de ses informateurs. « La fille est chez Lacroix, à Neuilly », s'exclama-t-il, furieux. « Et la sécurité a été renforcée ?»« Oui, monsieur », confirma son assistant. « Il semble que Lacroix ait pris l'avertissement très au sérieux. L'étoile bleue a été placée sous haute surveillance dans un garage sécurisé. Des experts l'examinent en ce moment même. » Philippe Mercier frappa du poing sur son bureau. « Tout ça à cause d'une gamine des rues, notre plan parfait, ruiné par une enfant. » Il se tourna vers son fils qui assistait à la scène en silence. « Victor, nous devons réagir rapidement. Si cette fille révèle tout ce qu'elle sait, si elle peut t'identifier, notre position devient intenable. » « Que suggérez-vous, père ?» Philippe Mercier eut un sourire froid. « Il est temps de passer au plan B. » Une semaine s'était écoulée depuis qu'Amélie avait trouvé refuge dans la villa des Lacroix. Une semaine d'adaptation à cette nouvelle vie qui semblait encore irréelle. Après plusieurs discussions avec Olivier et Sophie Moreau, elle avait accepté la proposition de rester temporairement sous la tutelle du milliardaire. Les procédures administratives avaient été lancées, accélérées par l'influence d'Olivier et l'efficacité de Sophie. Ce matin-là, Amélie se préparait pour son premier jour dans sa nouvelle école, un établissement privé réputé où Lucas était également inscrit. Debout devant le miroir de sa salle de bain, elle observait son reflet avec un mélange d'anxiété et d'incrédulité. L'uniforme scolaire, jupe plissée bleu marine, chemisier blanc, blazer assorti, lui donnait l'air d'une autre personne. Ses cheveux, désormais propres et bien coupés grâce à une visite chez un coiffeur haut de gamme, encadraient joliment son visage qui avait déjà repris des couleurs après seulement quelques jours de repas réguliers et de sommeil réparateur. Un petit coup discret à sa porte l'attira de sa contemplation. « Amélie, tu es prête ?» C'était la voix de Lucas. « J'arrive », répondit-elle en attrapant son sac à dos, neuf comme tout le reste de ses affaires. Quand elle ouvrit la porte, Lucas l'attendait dans le couloir, vêtu du même uniforme en version masculine. Il siffla d'admiration en la voyant. « Waouh, la transformation est bluffante. On dirait que tu as toujours été une élève modèle du lycée Saint-Dominique. » Amélie grimaça. « Je me sens comme une imposteur. »« Ne dis pas ça, » répondit Lucas avec sérieux. « Tu as autant ta place là-bas que n'importe qui, plus même, vu ton intelligence. » Ils descendirent prendre le petit déjeuner. Olivier était déjà attablé, lisant des documents, tout en buvant son café. Il leva les yeux à leur arrivée et sourit en voyant Amélie. « Tu es parfaite, nous dit-il simplement. Comment te sens-tu pour ce grand jour ?»« Nerveuse, » admit Amélie en s'asseyant. « Et si je n'arrive pas à suivre ? Ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une école. Les tests d'évaluation que Sophie t'a fait passer montrent que tu as un niveau excellent en mathématiques et en sciences, et que tu te débrouilles très bien dans les autres matières. Ta grand-mère t'a donné de solides bases, et tu as continué à apprendre par toi-même. Je ne m'inquiète pas pour toi. » Amélie hocha la tête, pas totalement rassurée, mais touchée par cette confiance. Elle but son chocolat chaud et mangea un peu de brioche, l'estomac noué par l'appréhension. « Jean-Marc vous conduira aujourd'hui, » continua Olivier. « Ensuite, vous prendrez la navette de l'école comme les autres élèves. Mais il restera à proximité, juste au cas où. » Cette précaution rappela à Amélie que sa situation n'était pas ordinaire.
Le danger que représentaient les Mercier n'avait pas disparu. Depuis la découverte du sabotage de l'Étoile bleue, Olivier avait renforcé la sécurité autour de sa famille, et Amélie faisait désormais partie de ce cercle protégé. « Tu crois vraiment qu'ils essaieront quelque chose ?» demanda-t-elle à voix basse. « Contre moi, je veux dire. » Olivier posa ses documents et la regarda droit dans les yeux. « Je ne pense pas qu'ils s'attaqueront directement à toi. Ce n'est pas leur style. Mais Philippe Mercier est rancunier et calculateur. Il cherchera un moyen de retourner la situation à son avantage. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. » Le trajet vers l'école se déroula dans un silence relatif, chacun perdu dans ses pensées. Lucas tentait d'encourager Amélie en lui parlant de ses professeurs, des activités parascolaires, des élèves qu'elle allait rencontrer. Elle écoutait, d'une oreille distraite, observant les rues élégantes de Neuilly puis de Paris défiler par la fenêtre de la voiture. « Ne t'inquiète pas, » dit Lucas, alors qu'ils approchèrent de l'établissement. « Je serai là. Et j'ai parlé de toi ?»« À mes amis, les cools, pas les snobs. Ils ont hâte de te rencontrer. » L'école était impressionnante. Un bâtiment ancien aux allures de petit château, entouré d'un parc soigneusement entretenu. Des groupes d'élèves en uniforme discutaient dans la cour, attendant le début des cours. Jean-Marc se gara devant l'entrée et se tourna vers eux. « Je serai dans le quartier toute la journée. Si vous avez le moindre problème, appelez-moi immédiatement. » Ils descendirent de voiture et se dirigèrent vers le bâtiment principal. Amélie sentait les regards curieux se poser sur elle, la nouvelle élève qui arrivait mystérieusement en milieu d'année scolaire, accompagnée du fils Lacroix. « Lucas, par ici !» appela un garçon brun à lunettes, entouré de quelques autres élèves. Lucas guida Amélie vers le groupe. « Les gars, je vous présente Amélie Deschamps. Amélie, voici Théo, Emma, Malik et Sophie. »« Salut Amélie !» lança Emma, une fille aux cheveux roux et au visage constellé de taches de rousseur. « Lucas nous a dit que tu vivais chez lui maintenant. C'est trop cool. » Amélie sourit timidement, reconnaissante pour cet accueil chaleureux. « Oui, c'est une situation temporaire. » « Lucas dit que tu es super forte en maths et en sciences, » ajouta Théo. « Tu pourrais peut-être nous aider pour le projet de physique ?»« Pourquoi pas ?» répondit Amélie, surprise d'être si facilement intégrée dans le groupe. La matinée passa en un éclair. Amélie fut présentée à ses professeurs, qui avaient été briefés sur sa situation particulière, du moins la version officielle, une cousine éloignée d'Olivier Lacroix, temporairement sous sa tutelle suite à des circonstances familiales difficiles. Elle fut placée dans la même classe que Lucas pour certaines matières, ce qui facilita son intégration. À sa grande surprise, elle n'eut aucun mal à suivre les cours. Les années passées à lire tout ce qui lui tombait sous la main dans les bibliothèques publiques et à observer le monde avec acuité lui avaient donné une culture générale et une capacité d'analyse que beaucoup de ses camarades n'avaient pas. À la pause déjeuner, alors qu'elle mangeait avec Lucas et ses amis dans le réfectoire de l'école, son téléphone, un smartphone dernier cri offert par Olivier, vibra. C'était un message de Madame Fournier. « Monsieur Lacroix souhaiterait que tu rentres directement après les cours. Une réunion importante ce soir. Jean-Marc vous attendra. »« Un problème ?» demanda Lucas, qui avait remarqué son expression. Soucieuse. « Ton père veut qu'on rentre directement après les cours. Il parle d'une réunion importante. » Lucas fronça les sourcils. Étrange. Il ne m'a rien dit ce matin. Le reste de la journée sembla s'étirer interminablement. Amélie, qui s'était sentie à l'aise dans l'environnement scolaire jusqu'alors, devint distraite, se demandant ce que cette mystérieuse réunion pouvait signifier. Quand la dernière sonnerie retentit enfin, Lucas et elle se précipitèrent dehors. Comme promis, Jean-Marc les attendait dans la voiture garée à quelques mètres de l'entrée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda immédiatement Lucas une fois installé. « Pourquoi mon père veut-il nous voir en urgence ?»« Je n'ai pas tous les détails, » répondit Jean-Marc en démarrant. « Mais les analyses de l'Étoile bleue ont révélé des éléments nouveaux. Et M. Lacroix a reçu une proposition inattendue de la part de Philippe Mercier. » Amélie et Lucas échangèrent un regard inquiet. Que pouvait bien proposer l'homme qui avait tenté de saboter l'Empire Lacroix? Quand ils arrivèrent à la villa, ils trouvèrent Olivier dans son bureau en compagnie de deux hommes, l'un en costume, l'air sérieux, l'autre en tenue plus décontractée avec une mallette d'ordinateur. « Ah, vous voilà !» dit Olivier en les voyant entrer. « Comment s'est passée cette première journée, Amélie ?»
Bien, répondit-elle, surprise par cette question banale dans ce contexte apparemment tendu. Mieux que je ne l'espérais. Parfait. Olivier se tourna vers les deux hommes. Je vous présente Maître Durand, mon avocat, et Marc Leroy, expert en cybersécurité. Messieurs, voici mon fils Lucas et Amélie Deschamps, dont je vous ai parlé. L'avocat les salua d'un signe de tête, tandis que l'expert leur souriait brièvement. J'ai demandé à ce que vous rentriez directement car nous avons fait plusieurs découvertes importantes aujourd'hui, expliqua Olivier. Et certaines décisions doivent être prises rapidement. Il fit signe à Marc Leroy de prendre la parole. L'analyse complète de l'étoile bleue a révélé que les dispositifs d'espionnage étaient encore plus sophistiqués que nous le pensions initialement, commença l'expert. Ils auraient permis non seulement d'accéder aux données de M. Lacroix, mais aussi de manipuler certaines informations, documents financiers, communications internes, historiques de transactions. En d'autres termes, intervint l'avocat. Ils auraient pu créer de toutes pièces des preuves de malversation, de fraude ou d'autres activités illégales, tout en faisant disparaître les traces de leur intrusion. Amélie frissonna. Le plan était encore plus machiavélique qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'espionnage industriel, mais d'une tentative de destruction complète, professionnelle et personnelle, d'Olivier Lacroix. Ce matin, continua Olivier, j'ai reçu un appel de Philippe Mercier. Il souhaite me rencontrer, seul à seul, sans avocat, sans témoin. C'est un piège, réagit immédiatement Lucas. Tu ne peux pas y aller. C'est exactement ce que je lui ai dit, approuva l'avocat. Mais votre père est têtu. Olivier sourit légèrement. Je connais Philippe depuis plus de 20 ans. Il ne tenterait rien d'aussi grossier qu'une agression physique. Ce n'est pas son style. Non, s'il veut me voir, c'est qu'il a quelque chose à me proposer. Ou à vous extorquer, contra l'avocat. Nous avons des preuves solides de la tentative de sabotage. Nous pourrions porter l'affaire devant les tribunaux. Ça et nous enliser dans des années de procédures, pendant lesquelles Philippe utiliserait tous ses contacts pour salir ma réputation et nuire à l'entreprise, répondit Olivier. Non, je veux l'entendre. Comprendre ce qu'il veut réellement. Il se tourna vers Amélie. C'est là que tu interviens. Philippe ne sait pas à quel point tu es observatrice, ni ce que tu as exactement entendu. Tu es notre atout, Amélie. Si tu pouvais identifier avec certitude le deuxième homme que tu as entendu ce soir-là, cela renforcerait considérablement notre position. Amélie réfléchit intensément. Je n'ai pas bien vu son visage, mais sa voix, elle avait un accent léger et il semblait jeune. L'expert en cybersécurité sortit une tablette de sa mallette. J'ai préparé quelques enregistrements. Audio. Des employés de Nextech Industries, des personnes proches de Philippe Mercier. Écoutez et dites-nous si vous reconnaissez une voix. Amélie prit la tablette et les écouteurs qu'il lui tendait. Elle écouta attentivement plusieurs extraits, des conversations téléphoniques, des interventions lors de réunions, des interviews. Aucune ne lui semblait familière, jusqu'à ce qu'elle arrive au 6e enregistrement. Elle se figea. « C'est lui », dit-elle en retirant les écouteurs. « J'en suis certaine. Cette voix, cet accent, c'est l'homme qui parlait avec Mercier. » Marc Leroy reprit la tablette et regarda l'écran. Victor Mercier, le fils de Philippe. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Olivier semblait particulièrement affecté par cette révélation. « Victor travaille pour moi depuis 2 ans, dit-il finalement. Je lui faisais confiance. Je l'ai défendu quand d'autres se méfièrent de lui à cause de son nom. Et, tout ce temps, il était l'agent de son père infiltré dans mon entreprise. Les analyses informatiques confirment cette hypothèse, ajouta Marc Leroy. Plusieurs fuites de données ces derniers mois correspondent aux projets sur lesquels Victor travaillait. Olivier se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin plongé dans la lumière dorée du soleil couchant. La rencontre avec Philippe est prévue demain soir dans un restaurant privé du 16e arrondissement. J'irai, mais pas sans précaution. Jean-Marc et une équipe de sécurité seront à proximité, et j'aurai sur moi un dispositif d'enregistrement. L'avocat soupira, résigné. Je suppose que je ne peux pas vous faire changer d'avis. Mais soyez prudent, Olivier. Philippe Mercier est un homme dangereux quand il se sent acculé. La réunion se termina peu après. L'avocat et l'expert partirent, laissant Olivier avec Lucas et Amélie. Un silence inconfortable s'était installé. « Je suis désolé », dit finalement Amélie. « Pour Victor, je veux dire. Ça doit être difficile d'apprendre qu'il vous a trahi. »
Olivier lui sourit faiblement. « Ne t'excuse pas. Sans toi, je n'aurais jamais découvert cette trahison avant qu'il ne soit trop tard. » Il se tourna vers son fils. « Lucas, je sais que Victor et toi vous entendiez bien. Je suis navré que les choses tournent ainsi. » Lucas haussa les épaules, affectant l'indifférence, malgré la douleur visible dans ses yeux. « Ce n'est pas grave. Je ne le connaissais pas si bien que ça, de toute façon. » Mais Amélie, qui avait appris à lire les émotions cachées pendant ces années dans la rue, voyait bien que c'était un coup dur pour lui. Victor avait été une sorte de grand frère pour Lucas, comblant partiellement le vide laissé par un père trop souvent absent. Ce soir-là, après le dîner, Amélie trouva Lucas assis seul sur la terrasse, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. « Pas vraiment, » admit-il. « Je me sens idiot. Victor me parlait souvent de mon père, me demandait des détails sur sa vie privée, ses habitudes. Je croyais qu'il s'intéressait sincèrement à moi, qu'il voulait m'aider à renouer avec mon père. Mais en fait, il me manipulait juste pour obtenir des informations. » Amélie posa une main réconfortante sur son bras. « Tu n'es pas idiot. Tu as vu ce que tu voulais voir. Quelqu'un qui s'intéressait à toi. C'est humain. » Lucas soupira. « Mon père et moi... Ce n'est pas simple. Depuis le divorce, on ne sait plus vraiment comment être ensemble. Je lui en veux d'être toujours absent, trop occupé par son entreprise. Et lui, je crois qu'il ne sait pas comment être père. Pourtant, il fait des efforts, remarqua Amélie. Il t'a appelé quand je suis arrivé. Il voulait que tu sois là. C'est vrai, reconnut Lucas. C'est la première fois depuis longtemps qu'il prend vraiment mon avis en compte, qu'il me parle comme à un adulte. C'est différent. Ils restèrent silencieux un moment contemplant le ciel étoilé. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit finalement Lucas. « Il a fallu que mon père recueille une inconnue pour qu'on commence enfin à redevenir une famille. » Amélie sourit. « Je ne sais pas si je dois me sentir flatté ou offensé d'être qualifié d'inconnu. »« Tu sais ce que je veux dire » rit Lucas en lui donnant un léger coup d'épaule. « Avant ton arrivée, cette maison était comme un musée. Belle, parfaite, mais froide et vide. Maintenant, il y a, je ne sais pas, de la vie. » Au même moment, dans son bureau, Olivier Lacroix contemplait une vieille photo. Lui, plus jeune, avec son ex-femme et Lucas enfant. Une famille heureuse, du moins en apparence. Que s'était-il passé? Comment avait-il laissé son obsession pour le succès professionnel détruire ce qu'il avait de plus précieux? Son regard se porta vers la terrasse, où il pouvait voir Lucas et Amélie discuter. Cette jeune fille, surgie de nulle part, avait fait plus en une semaine pour rapprocher père et fils que toutes les tentatives maladroites des dernières années. Un sauvetage mutuel en quelque sorte. Elle les avait sauvés d'un complot industriel, et eux la sauvaient de la rue. Demain, il affronterait Philippe Mercier. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix avec lui-même. Le restaurant La Coupole d'Or était l'un des établissements les plus exclusifs de Paris, niché au dernier étage d'un immeuble art déco du 16e arrondissement. Avec ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel et la Seine, c'était le lieu de rendez-vous privilégié des puissants, politiques, industriels, célébrités. Ce soir-là, une salle privée avait été réservée au nom de Philippe Mercier. Olivier Lacroix arriva précisément à l'heure convenue. Vêtu d'un costume sur mesure bleu nuit, il dégageait cette assurance tranquille qui avait fait sa réputation dans le monde des affaires. Personne n'aurait pu deviner qu'il portait, dissimulé dans la poche intérieure de sa veste, un dispositif d'enregistrement sophistiqué. « Monsieur Lacroix » l'accueillit le maître d'hôtel avec déférence. « Monsieur Mercier vous attend, dans le salon améthyste. » Olivier suivit le maître d'hôtel à travers le restaurant principal, où des conversations feutrées se mêlaient au tintement discret des couverts en argent. Quelques visages connus le saluèrent au passage, surpris peut-être de le voir en ces lieux, alors que sa rivalité avec Philippe Mercier était de notoriété publique. La salle privée était un écrin de luxe, murs tendus de soie violette, lustre en cristal, table ronde dressée pour 2 personnes seulement. Philippe Mercier se leva à son entrée. Plus âgé qu'Olivier de quelques années, il avait conservé une silhouette athlétique malgré ses cheveux gris. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, 2 billes d'acier qui évaluaient constamment, calculaient, anticipaient. « Olivier, mon vieil ami, » dit-il en tendant la main. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. » Olivier serra la main tendue, notant la fermeté délibérée de la poignée.
un petit jeu de dominance dont Philippe n'avait jamais su se défaire. « Philippe, ta proposition était intrigante. » Ils s'installèrent et un sommelier apparut immédiatement pour leur proposer une sélection de vins. Philippe choisit un Château Margaux 2010, puis attendit que le sommelier se retire avant de reprendre la conversation. « Je suppose que tu as fait analyser l'étoile bleue. Commença-t-il sans préambule. « En effet, répondit Olivier, maintenant un visage impassible. Une voiture fascinante, pleine de surprises. Philippe eut un petit rire sec. « Allons, Olivier, nous sommes tous les deux des hommes, occupés. Inutile de tourner autour du pot. Tu as découvert les dispositifs, tu sais ce que nous avions prévu. Nous, Nextech Industries, mon entreprise. Et ton fils, ajouta Olivier, observant attentivement la réaction de son interlocuteur. Une ombre passa fugitivement sur le visage de Philippe. Victor est ambitieux, il veut faire ses preuves. Parfois, son enthousiasme l'emporte sur son jugement. Le sommelier revint avec le vin, interrompant leur échange. Il présenta la bouteille, déboucha avec cérémonie, versa une petite quantité dans le verre de Philippe qui goûta et approuva d'un signe de tête. Les verres furent remplis et ils se retrouvèrent à nouveau seuls. « Passons aux choses sérieuses, » reprit Philippe, après avoir savouré une gorgée de vin. « Tu as des preuves contre moi. J'ai des informations qui pourraient te nuire. Nous pourrions nous engager dans une guerre juridique longue et coûteuse, qui nous affaiblirait tous les deux. Ou bien, encouragea Olivier, intérieurement tendu mais extérieurement calme. Ou bien nous pourrions trouver un arrangement mutuellement bénéfique. » Philippe sortit une tablette de sa serviette en cuir et la fit glisser vers Olivier. « Regarde, c'est Projection. Une fusion entre Lacroix Technologies et Nextech Industries créerait le leader européen incontesté dans notre secteur. Nous pourrions rivaliser avec les géants américains et chinois. Nos compétences sont complémentaires, nos marchés se recoupent sans trop se chevaucher. C'est une opportunité en or. » Olivier parcourut rapidement les documents affichés sur la tablette. Analyse financière, projection de croissance, synergie potentielle. Le travail était méticuleux, professionnel, et il devait l'admettre, les chiffres étaient impressionnants. « Une fusion, dit-il finalement, après avoir tenté de me piéger, de détruire ma réputation et... Mon entreprise, tu proposes une fusion ?» Philippe haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. « Les affaires sont les affaires, Olivier. Ce n'était rien de personnel. J'ai tenté un coup, ça n'a pas marché. Maintenant, je propose une solution où nous sommes tous gagnants. »« Tous gagnants ?» répéta Olivier, incrédule. « Tu aurais ruiné ma vie, détruit tout ce que j'ai construit, et aujourd'hui tu veux que nous soyons partenaires ?»« Associés, corrigea Philippe, égaux, copilotes d'un nouveau géant industriel. » Olivier reposa la tablette et prit une gorgée de vin, s'accordant un moment pour rassembler ses pensées. « Et si je refuse ?» Le visage de Philippe se durcit imperceptiblement. « Alors, comme je l'ai dit, nous nous engagerons dans une bataille juridique. J'ai mes propres preuves, des courriels, des enregistrements qui suggèrent que tu étais au courant de certaines pratiques douteuses dans tes filiales asiatiques. Fabriquées? Peut-être, mais suffisamment convaincant. Pour semer le doute, les marchés détestent l'incertitude, Olivier. Tes actions chuteront, tes investisseurs s'inquiéteront. Des menaces maintenant? De simples faits. Je préférerais éviter cette voie. Elle ne nous mènera nulle part de bon, ni pour toi, ni pour moi. » Olivier observa son ancien ami devenu rival. Ils avaient débuté ensemble, jeunes, ingénieurs ambitieux, avant que des divergences stratégiques et éthiques ne les séparent. Philippe avait toujours été le plus impitoyable des deux, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. « Il y a un autre facteur que tu sembles oublier. »« Allons !» dit lentement Olivier. « La jeune fille. » Philippe se raidit légèrement. « La gamine des rues, qu'a-t-elle à voir avec notre discussion ? » « Elle a entendu ta conversation avec Victor. Elle peut témoigner. » Un sourire condescendant apparut sur les lèvres de Philippe. « Vraiment, Olivier, tu ferais confiance au témoignage d'une enfant des rues contre ma parole? Qui la croirait? Une vagabonde sans domicile fixe, probablement instable, face à un chef d'entreprise respecté. »« Tu serais surpris, » répondit Olivier, sentant la colère monter en lui malgré ses efforts pour rester calme. « Cette vagabonde, comme tu dis, a plus d'intégrité dans son petit doigt que toi dans toute ta personne.
Elle a risqué sa sécurité pour prévenir un inconnu d'un danger, sans rien attendre en retour. Philippe l'observa avec curiosité. « Tu sembles bien attaché à cette fille. Un projet caritatif personnel peut-être? Une façon de te donner bonne conscience après des années à ne penser qu'au profit ?» Olivier ignora la provocation. « Ma relation avec Amélie ne te regarde pas. Ce qui importe, c'est qu'elle est prête à témoigner. Et contrairement à tes preuves fabriquées, son témoignage est authentique. » Un silence s'installa, uniquement, troublé par le bruit distant des conversations dans le restaurant principal. Les deux hommes s'observaient, chacun évaluant la détermination de l'autre. « Tu n'as pas encore répondu à ma proposition, » dit finalement Philippe. « Je vais y réfléchir, » répondit Olivier, « mais j'ai une condition non négociable. Victor quitte immédiatement Lacroix Technologies. Bien sûr, ce serait inapproprié qu'il reste dans les circonstances actuelles. » Ils continuèrent à discuter des détails potentiels d'une fusion, mais Olivier n'était plus vraiment présent. Son esprit analysait déjà les implications de cette conversation, les différentes stratégies possibles, les conséquences de chaque décision. Pendant ce temps, à la villa de Neuilly, Amélie et Lucas attendaient anxieusement des nouvelles. Pour se distraire, ils s'étaient lancés dans une partie d'échecs que Lucas était en train de perdre lamentablement. « Comment as-tu appris à jouer aussi bien ?» demanda-t-il, après qu'Amélie ait capturé sa reine. « Au parc du Luxembourg ?» répondit-elle en souriant au souvenir. « Il y a des tables d'échecs permanentes. Les joueurs réguliers m'ont prise sous leur aile quand ils ont vu que je m'intéressais au jeu. Un vieil homme en particulier, Monsieur Maurice, jouait avec moi presque tous les dimanches. Il disait que j'avais un don pour la stratégie. » Lucas secoua la tête, admiratif. « C'est impressionnant. Tu as vécu dans des conditions terribles, mais tu as quand même appris tant de choses. La mécanique, les échecs, les maths. La rue est une école à sa façon, dit-elle philosophiquement. Tu apprends à observer, à analyser, à prévoir les comportements. Et les bibliothèques publiques étaient mon refuge. Je pouvais y passer des heures à lire, au chaud. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Fournier. « Un appel pour vous, Lucas. C'est votre mère. » Lucas prit le téléphone fixe que lui tendait la gouvernante et s'éloigna pour parler en privé. Amélie entendit des bribes de conversation, quelque chose à propos d'un voyage prévu, d'un changement de plan. Quand il revint, son visage exprimait un mélange de surprise et d'incertitude. « Ma mère part en reportage en Afrique pendant 3 mois, expliqua-t-il. Elle devait m'emmener en Italie pendant les vacances de Pâques, mais c'est annulé. Elle veut savoir si je préfère rester chez mon père ou aller chez ma tante à Lyon. »« Et tu préfères quoi ?» demanda doucement Amélie. Lucas hésita. « Je ne sais pas. D'habitude, je serais allé chez ma tante sans hésiter. Mon père et moi dans cette grande maison, seuls pendant 2 semaines. C'était toujours bizarre et inconfortable. Mais maintenant, je suis là, » compléta Amélie avec un petit sourire. « Le tampon émotionnel. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » protesta Lucas. « Je sais, je te taquine. Mais sérieusement, reste, ces derniers jours, ton père et toi semblez vous rapprocher. Ce serait dommage d'interrompre ça. » Lucas acquiesça lentement. « Tu as raison, je vais rester. » Leur conversation fut de nouveau interrompue, cette fois par le bruit d'une voiture dans l'allée. Ils se précipitèrent à la fenêtre et virent la limousine d'Olivier qui arrivait. « Il est de retour !» s'exclama Lucas. Ils descendirent rapidement pour l'accueillir dans le hall d'entrée. Olivier entra, l'air fatigué, mais déterminé. « Alors ?» demanda Lucas, incapable de contenir son impatience. « Comment ça s'est passé ?»« Venez dans mon bureau, » répondit Olivier. « Nous avons beaucoup à discuter. » Une fois installés dans le bureau, Olivier leur raconta sa rencontre avec Philippe Mercier, la proposition de fusion, les menaces voilées, l'évocation d'Amélie. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Amélie quand il eut terminé. « Accepter la fusion ?» Olivier secoua la tête. « Non, Philippe Mercier n'est pas un homme avec qui je veux m'associer. Sa vision des affaires, son éthique, tout nous oppose. Mais je lui ai laissé croire que j'envisageais sérieusement sa proposition. » « Pourquoi ?» s'étonna Lucas. « Pour gagner du temps. J'ai un plan, mais j'avais besoin que Philippe baisse sa garde. » Il se tourna vers Amélie. « J'ai besoin de ton aide pour ça. »« Mon aide ?» répéta-t-elle, surprise. « Comment puis-je vous aider ?»« Philippe sous-estime complètement ton témoignage.
Il pense qu'une enfant des rues ne sera jamais crédible face à lui, ce qui me donne un avantage. Olivier sortit une clé USB de sa poche et la brancha sur son ordinateur. Un enregistrement audio s'en échappa, la voix de Philippe admettant clairement sa tentative de sabotage. « J'ai tout enregistré », expliqua-t-il avec un sourire satisfait. Mais cet enregistrement seul ne suffit pas. Philippe pourrait prétendre que c'est un montage, que ses propos ont été sortis de leur contexte. J'ai besoin de preuves supplémentaires, de témoignages, corroborants, comme le mien, comprit Amélie. Exactement. Sophie Moreau a organisé un rendez-vous pour demain avec un juge d'instruction qui s'occupe d'affaires de criminalité en col blanc. Tu lui raconteras ce que tu as entendu ce soir-là au Leyland. Combiné avec l'enregistrement et les analyses techniques de l'Étoile bleue, cela devrait suffire pour lancer une enquête officielle. Lucas regardait son père avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Et tu crois que Mercier va se laisser faire? Il va contre-attaquer, non ?»« C'est certain. C'est pourquoi nous devons agir vite et discrètement. D'ici 2 jours, j'organiserai une conférence de presse pour annoncer des innovations majeures chez Lacroix Technologies. Ce sera notre couverture pour rassembler les médias. Et c'est là que je révélerai tout. La tentative de sabotage, la trahison de Victor, les menaces de Philippe. » Amélie réfléchissait, le front plissé par la concentration. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi Philippe Mercier vous déteste-t-il autant? Pourquoi aller aussi loin pour vous détruire ?» Olivier soupira et s'adossa à son fauteuil. C'est une longue histoire qui remonte à près de 20 ans. Philippe et moi étions associés à l'époque. Nous avions fondé ensemble notre première entreprise, Mercier Lacroix Innovation. Philippe voulait vendre des technologies non éprouvées à des clients qui n'en comprenaient pas les limites. Je m'y suis opposé. Les choses se sont envenimées et finalement j'ai découvert qu'il falsifiait des résultats de tests pour conclure des contrats. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Amélie, captivée par ce récit. « J'ai refusé de couvrir ses malversations. J'ai menacé de tout révéler s'il ne changeait pas ses pratiques. Il a refusé. Alors j'ai quitté l'entreprise, emmenant avec moi plusieurs ingénieurs de talent qui partagèrent mes valeurs. J'ai fondé Lacroix Technologies, et en quelques années, nous avons dépassé Mercier Lacroix Innovation. Philippe a dû renommer son entreprise, qui est devenue Nextech Industries. Il n'a jamais accepté ce qu'il considère comme une trahison. Et maintenant, il essaie de se venger, conclut Lucas. Exactement. Il a attendu patiemment, cherchant le moment idéal pour frapper. Il a même envoyé son propre fils comme espion dans mon entreprise. C'est... » Olivier s'interrompit, cherchant ses mots. C'est d'une tristesse infinie quand on y pense. Utiliser son propre enfant comme pion dans une vendetta personnelle. Un silence pensif s'installa dans la pièce. Amélie réfléchissait à la complexité des relations humaines, aux rancœurs qui pouvaient durer des décennies, aux parents qui utilisaient leurs enfants pour leurs propres fins. Elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait toujours enseigné l'importance de l'intégrité, même dans les moments les plus difficiles. « Je témoignerai », dit-elle finalement avec détermination. « Je raconterai exactement ce que j'ai entendu. » Olivier lui sourit avec gratitude. « Merci Amélie. Je sais que ce n'est pas facile pour toi de t'impliquer davantage dans cette affaire. »« C'est la bonne chose à faire, » répondit-elle simplement. « Ma grand-mère disait toujours que le plus important dans la vie, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin sans avoir honte. » Lucas posa une main sur son épaule, en signe de soutien. « On sera avec toi, tu n'affronteras pas ça toute seule. » Cette nuit-là, alors qu'Amélie essayait de s'endormir, elle repensa au chemin parcouru depuis ce jour où elle s'était faufilée dans le Leyland par simple curiosité. Sa vie avait basculé en quelques heures. De la survie quotidienne dans les rues à cette villa luxueuse, de l'anonymat à un rôle central dans un conflit entre 2 des hommes les plus puissants de France. Elle se demanda ce que sa grand-mère aurait pensé de tout cela. Elle l'aurait probablement encouragée à suivre son instinct, à faire ce qui lui semblait juste. Madeleine Deschamps était une femme simple, mais profondément sage, qui croyait en la justice et en la bonté fondamentale des êtres humains, malgré les difficultés de la vie. De l'autre côté de la ville, dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel, Philippe Mercier était au téléphone avec son fils. « Tu es certain qu'il envisage sérieusement la fusion ?» demandait Victor. « Il fait semblant, » répondit Philippe d'un ton dur. « Olivier n'acceptera jamais de s'associer avec moi. Il joue la montre. » Alors, quel est notre plan? Accélère le transfert des actifs offshore. Prépare
Les documents compromettants. Si Olivier veut jouer, nous jouerons, mais il découvrira que j'ai toujours un coup d'avance. Et la fille, demanda Victor, elle représente toujours un risque. Un silence lourd s'installa avant que Philippe ne réponde. Occupe-toi d'elle. Trouve un moyen de la discréditer complètement. Une gamine des rues a forcément des secrets, des vulnérabilités. Exploite-les. Dans la pénombre de sa chambre à Neuilly, Amélie ne pouvait pas savoir que son passé, qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, allait bientôt ressurgir de la manière la plus inattendue. Le grand hall du Palais des Congrès bourdonnait d'activités. Journalistes, investisseurs, partenaires commerciaux et curieux s'étaient rassemblés pour ce qui avait été annoncé comme une révélation majeure dans le monde de la technologie française. Sur l'estrade, des techniciens effectuaient derniers réglages, vérifiant microphones et écrans géants. Dans une salle privée adjacente, Olivier Lacroix ajustait sa cravate devant un miroir, tandis qu'Amélie et Lucas attendaient nerveusement, assis sur un canapé. « Tu es sûr que... c'est une bonne idée ?» demanda Lucas pour la énième fois. « Exposer toute l'affaire en public, comme ça. C'est risqué, admit Olivier, mais c'est aussi la meilleure protection. Une fois que tout sera public, Philippe aura beaucoup plus de mal à contre-attaquer. La transparence est notre meilleur allié. » Il se tourna vers Amélie, qui était inhabituellement silencieuse. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-il avec douceur. Elle haussa les épaules, tentant de paraître désinvolte malgré la tension évidente dans sa posture. « Un peu nerveuse, avoua-t-elle. Je n'ai jamais parlé devant autant de monde. »« Tu n'es pas obligé de le faire, » lui rappela Olivier. « Ton témoignage devant le juge d'instruction hier était suffisant pour la procédure légale. Ton apparition aujourd'hui est... symbolique, compléta-t-elle. Je sais, mais je veux le faire. Je veux que les gens voient que même quelqu'un comme moi peut faire la différence. » Olivier sourit avec fierté. En seulement 2 semaines, cette jeune fille avait montré plus de courage et d'intégrité que bien des adultes qu'il connaissait. Son témoignage de la veille avait été clair, précis, convaincant. Le juge d'instruction avait immédiatement ouvert une enquête officielle contre Philippe et Victor Mercier. La porte s'ouvrit, laissant entrer Sophie Moreau et Maître Durand, l'avocat d'Olivier. « Tout est prêt », annonça Sophie. « La salle est comble et les principales chaînes d'information sont présentes. »« Et Philippe Mercier ?» demanda Olivier. « Aucun signe de lui, » répondit l'avocat. « Mais ces avocats sont dans la salle. Ils doivent s'attendre à quelque chose. » Olivier acquiesça pensivement. « Il viendra. Philippe aime trop le spectacle pour manquer celui-ci. » Un coordinateur passa la tête par la porte. « 5 minutes, monsieur Lacroix. » Sophie s'approcha d'Amélie et s'accroupit devant elle pour être à son niveau. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» demanda-t-elle doucement. « Personne ne te jugera si tu changes d'avis. » Amélie prit une profonde inspiration. « Je suis sûr, j'ai passé 3 ans à être invisible. Il est temps que je me tienne debout et que j'assume qui je suis. » Sophie sourit et serra brièvement sa main. « Tu es une jeune fille extraordinaire, Amélie Deschamps. Ta grand-mère serait très fière. » Ils se dirigèrent vers les coulisses. De là, ils pouvaient voir la salle pleine à craquer. Et, comme Olivier l'avait prédit, Philippe Mercier venait d'arriver, s'installant au fond de la salle avec un air de défi arrogant. « Le voilà », murmura Olivier. « Avec Victor. » Amélie aperçut le jeune homme qui accompagnait Philippe, élégant, séduisant, avec ce même accent léger qu'elle avait entendu le soir du Lélan. Pour la première fois, elle mettait un visage sur la voie qui l'avait menée jusqu'ici. « Mesdames et messieurs, » annonça une voix dans les haut-parleurs, « veuillez accueillir monsieur Olivier Lacroix, PDG de Lacroix Technologies. » Olivier serra l'épaule d'Amélie en signe d'encouragement, puis s'avança sur scène sous les applaudissements. Avec son charisme naturel, il captiva immédiatement l'audience. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui, » commença-t-il. « J'avais annoncé une révélation majeure dans le monde de la technologie française, et je vais tenir cette promesse, mais pas de la manière que vous attendez. » Un murmure de curiosité parcourut la salle. Ces dernières semaines, mon entreprise a été la cible d'une tentative de sabotage industriel sophistiquée. Une tentative qui aurait pu non seulement détruire Lacroix Technologies, mais aussi compromettre la sécurité de nos clients et partenaires. Le murmure se transforma en brouhaha. Les journalistes se redressèrent sur leur siège, soudain bien plus intéressés. Je vais vous raconter cette histoire dans son intégralité. Une histoire de trahison,
de vengeance, mais aussi de courage inattendu et d'intégrité. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Olivier exposa méthodiquement le complot, l'étoile bleue piégée, les dispositifs d'espionnage, l'infiltration de Victor Mercier dans son entreprise, les menaces de Philippe. Il présenta des preuves techniques, des extraits de l'enregistrement de sa conversation avec Philippe au restaurant. Mais le plus remarquable dans cette affaire, continua-t-il, c'est la façon dont ce complot a été découvert. Non, pas par mes équipes de sécurité, non pas par des experts en cyberdéfense, mais par une jeune fille de 13 ans. Une jeune fille qui vivait dans les rues de Paris depuis 3 ans, et qui, par un extraordinaire concours de circonstances, s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. Il se tourna vers les coulisses et tendit la main. « Amélie, veux-tu nous rejoindre ?» Le cœur battant, Amélie s'avança sur scène. Elle portait une simple robe bleu marine et des ballerines, ses cheveux coiffés en une queue de cheval soignée. Elle semblait à la fois fragile et déterminée sous les projecteurs. « Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Personne ne s'attendait à voir une adolescente sur cette estrade. « Voici Amélie Deschamps », présenta Olivier avec une fierté évidente dans la voix. « Sans elle, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je serais probablement en train de faire face à un scandale industriel fabriqué de toutes pièces, voyant ma réputation et mon entreprise s'effondrer. » Amélie s'approcha du microphone, intimidée mais résolue. « Bonsoir », dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement avant de s'affermir. « Je m'appelle Amélie Deschamps. Il y a 2 semaines, j'étais une enfant des rues, invisible pour la plupart d'entre vous. J'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans, et depuis, je survivais comme je pouvais dans les rues de Paris. » Elle raconta alors, simplement mais avec éloquence, comment elle s'était faufilée dans le Leyland par curiosité, comment elle avait surpris la conversation entre Philippe et Victor Mercier, et comment elle avait décidé d'avertir Olivier malgré les risques. Je ne connaissais pas M. Lacroix. Je ne savais rien de sa rivalité avec M. Mercier. Mais je savais reconnaître quelque chose de mal quand je le voyais. Ma grand-mère m'avait appris que rester silencieuse face à l'injustice, c'était en devenir complice. Au fond de la salle, Philippe Mercier s'était levé, le visage empourpré, de colère. Victor, à ses côtés, restait impassible, mais ses yeux trahissaient son malaise. « Vous allez croire cette mendiante ?» s'écria Philippe, sa voix résonnant dans la salle soudain silencieuse. « C'est absurde. Une mise en scène. Pathétique. Cette fille a été manipulée, endoctrinée par Lacroix pour raconter ses mensonges. » Olivier resta calme face à cette explosion. « J'attendais cette réaction, Philippe. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. » Sur l'écran géant derrière lui apparut l'image d'un document officiel, le rapport d'expertise technique de l'étoile, bleu, signé par 3 experts indépendants reconnus internationalement. Ce rapport confirme point par point le témoignage d'Amélie. Les dispositifs d'espionnage trouvés dans la voiture correspondent exactement à ce qu'elle a entendu. Ce soir-là, des dispositifs qui, selon ces experts, ne peuvent avoir été conçus que par une seule entreprise en France, Nextech Industries. Un nouveau document apparut à l'écran, un ordre d'enquête signé par le juge d'instruction. Une enquête officielle a été ouverte hier, suite au témoignage d'Amélie devant un juge d'instruction. Je crois que vos avocats devraient recevoir une convocation dans les heures qui viennent, Philippe. La salle explosa en questions, flash d'appareils photo et exclamations. Les journalistes se bousculaient pour être les premiers à transmettre l'information. Philippe Mercier, livide, quitta précipitamment la salle suivi par Victor et leurs avocats. Olivier leva les mains pour ramener le calme. « Je répondrai à vos questions dans un instant, mais avant cela, j'ai une annonce personnelle à faire. » Il se tourna vers Amélie et lui sourit avec une douceur que peu de personnes lui connaissaient. Amélie Deschamps n'est pas seulement la personne qui a déjoué ce complot. Elle est aussi une jeune fille extraordinaire qui a fait preuve d'un courage et d'une intégrité remarquables, dans des circonstances que la plupart d'entre nous ne peuvent imaginer. C'est pourquoi, avec son accord, j'ai entamé des démarches pour devenir son tuteur légal, en attendant qu'une procédure d'adoption puisse être finalisée. Un nouveau murmure de surprise parcourut l'assemblée. Amélie elle-même semblait stupéfaite. Ils avaient discuté de tutelle temporaire, mais d'adoption. C'était la première fois qu'Olivier mentionnait cette possibilité. Amélie mérite une famille, une éducation,
Et toutes les opportunités que la vie peut offrir, continua Olivier, son regard fixé sur la jeune fille. Et mon fils Lucas et moi serions honorés de l'accueillir dans notre famille. À ce moment, Lucas sortit des coulisses et rejoignit son père et Amélie sur scène, formant un tableau qui fut instantanément capturé par des dizaines d'appareils photos. Le puissant industriel, son fils et cette jeune fille sauvée, des rues qui avaient changé leur vie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. L'histoire d'Amélie Deschamps, la petite héroïne de Paris, comme l'avaient surnommée les journaux, captiva l'opinion publique. Son parcours de la rue au projecteur, sa rencontre fortuite avec Olivier Lacroix, son courage face au complot, des Merciers, tout cela formait un récit qui touchait les cœurs et inspirait les esprits. Philippe et Victor Mercier furent officiellement mis en examen pour tentative d'espionnage industriel, falsification de documents et plusieurs autres. Chef d'accusation. Nextech Industries vit sa valeur boursière s'effondrer, tandis que celle de Lacroix Technologies atteignait des sommets historiques. Mais au-delà du scandale industriel et des implications financières, c'était l'histoire personnelle d'Amélie qui retenait l'attention. Des associations d'aide à l'enfance l'invitèrent à témoigner. Des écoles lui demandèrent de venir parler aux élèves. Elle devint, presque malgré elle, un symbole d'espoir et de résilience. Un mois après la conférence de presse, Amélie était assise dans le jardin de la villa de Neuilly, profitant du soleil printanier. Elle lisait un livre sur la mécanique automobile. Sa passion n'avait pas faibli quand Olivier vint la rejoindre. « Comment vas-tu, Amélie » demanda-t-il, en s'asseyant face à elle. « Toute cette attention médiatique n'est pas trop difficile à gérer ?» Elle referma son livre et réfléchit un instant. « C'est étrange, pendant 3 ans j'ai été invisible. Maintenant tout le monde me regarde. Mais ça va, j'apprends à m'y habituer. » Olivier sourit. « Tu t'adaptes remarquablement bien. Tes professeurs sont impressionnés par tes résultats scolaires. Tu sais, ils disent que tu pourrais sauter une classe si tu continues ainsi. » « J'aime apprendre, » dit-elle simplement. « À l'école ou ailleurs ?» Un silence confortable s'installa entre eux. Au loin, ils pouvaient voir Lucas qui s'entraînait au tennis avec un ami. « Je voulais te parler de quelque chose d'important, » dit finalement Olivier. « Quelque chose que j'ai mentionné lors de la conférence de presse, mais dont nous n'avons pas vraiment discuté depuis. » Amélie se redressa, soudain attentive. « L'adoption ? » ?»« Oui. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je voulais te demander formellement si c'est quelque chose que tu souhaiterais. Devenir légalement une Lacroix. » Amélie sentit sa gorge se nouer sous l'émotion. « Vous voulez vraiment m'adopter ? Pourquoi ?» Olivier prit son temps pour répondre, pesant ses mots avec soin. « Quand ma femme m'a quitté, il y a 8 ans, emportant Lucas avec elle, j'ai perdu plus que mon mariage. J'ai perdu une partie de mon humanité. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, me disant que c'était pour assurer l'avenir de Lucas, mais en réalité, c'était une fuite. Je fuyais la douleur, la solitude, la responsabilité d'être qu'un père présent. » Il regarda vers Lucas qui riait en manquant une balle. « En chemin, j'ai perdu la connexion avec mon fils. J'ai presque oublié ce qui compte vraiment dans la vie. Puis tu es arrivée, Amélie, une enfant des rues qui a risqué sa sécurité pour prévenir un inconnu d'un danger sans rien attendre en retour. Tu m'as rappelé ce qu'est l'intégrité, le courage, la compassion. Tu as ramené de la vie dans cette maison et tu as créé un pont entre Lucas et moi. » Il se tourna à nouveau vers elle, une émotion sincère dans les yeux. « Je ne veux pas t'adopter par charité ou par reconnaissance, Amélie. Je veux t'adopter parce que tu as déjà trouvé ta place dans notre famille, parce que tu as apporté quelque chose qui nous manquait cruellement, parce que Lucas et moi sommes meilleurs depuis que tu es entré dans nos vies. » Amélie sentit des larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de joie. « J'aimerais beaucoup ça, » murmura-t-elle, « faire partie de votre famille pour de... » « Vrai ?» Olivier sourit, ému. « Alors c'est décidé. Sophie s'occupe déjà des formalités administratives. Ce sera un processus long, mais le résultat est certain. »« Est-ce que je devrais changer de nom ?» demanda Amélie, hésitante. « C'est à toi de décider. Tu pourrais devenir Amélie Lacroix, ou Amélie Deschamps Lacroix, si tu préfères garder le nom de ta grand-mère. C'est ton choix. » Elle réfléchit un instant. « Deschamps Lacroix, je crois, pour honorer ma grand-mère tout en embrassant ma nouvelle famille. » « Un excellent choix, » approuva Olivier.
Lucas, qui avait terminé son match, les rejoignit, faille soufflé et souriant. « De quoi parlez-vous avec des airs aussi sérieux ?» demanda-t-il en s'effondrant sur une chaise. « De l'adoption, » répondit simplement Amélie. « Ton père vient de me demander officiellement si je voulais devenir une Lacroix. » Le visage de Lucas s'illumina. « Et tu as dit oui, j'espère ?» « Bien sûr qu'elle a dit oui, intervint Olivier avec un sourire. « Qui refuserait d'avoir un frère aussi agaçant que toi ?» Lucas fit mine de s'offusquer, puis éclata de rire. « Une sœur. J'ai toujours voulu une sœur. Surtout une qui est meilleure que moi aux échecs, en maths, et probablement bientôt au tennis aussi. » Ils rirent tous les trois, savourant ce moment de bonheur simple et parfait. Plus tard ce soir-là, Amélie se tenait devant la fenêtre de sa chambre, contemplant les étoiles qui brillaient au-dessus de Paris. Elle pensait à sa grand-mère, se demandant si, de là où elle était, elle pouvait voir le chemin incroyable que sa petite fille avait parcouru. « Tu me manques, grand-mère, » murmura-t-elle, « mais je crois que tu serais fière de moi. J'ai trouvé une nouvelle famille, des personnes qui m'aiment et me respectent, comme tu le faisais. » Sur sa table de chevet reposait son vieux carnet, celui qui l'avait accompagné pendant ses années dans la rue. À côté se trouvait un carnet neuf offert par Olivier, un journal pour sa nouvelle vie. 3 ans plus tôt, elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Elle avait connu la faim, le froid, la peur. Elle avait appris à être invisible pour survivre. Aujourd'hui, elle avait retrouvé une famille, un foyer, un avenir. Et elle avait appris que parfois, il fallait oser se rendre visible, prendre position, défendre ce qui est juste, même quand cela semblait impossible. Dans un bureau au centre de Paris, Sophie Moreau finalisait le rapport sur l'affaire Deschamps. Une photo récente d'Amélie, souriante entre Olivier et Lucas, ornait la première page. En dessous, Sophie avait écrit « Certaines rencontres sont des miracles déguisés en coïncidence. » À des kilomètres de là, dans une cellule de détention provisoire, Philippe Mercier recevait la visite de son fils Victor. Leurs avocats avaient négocié un accord avec le procureur. Victor témoignerait contre son père en échange d'une peine réduite. « Je suis désolé, père, » dit Victor, le visage marqué par le remords et l'épuisement. « Je n'avais pas le choix. » Philippe le regarda avec une expression indéchiffrable. « Tu avais toujours le choix, Victor. J'ai fait de toi une arme dans ma vendetta personnelle, au lieu de te laisser devenir ton propre homme. C'est ma plus grande faute. » Pour la première fois depuis des décennies, il y avait dans les yeux de Philippe Mercier non pas de la colère ou de l'ambition, mais une lueur de regret et peut-être tout au fond le début d'une prise de conscience. Pendant ce temps, dans la villa de Neuilly, une nouvelle famille se créait, forgée dans l'adversité, unie par le respect mutuel et l'affection grandissante. Une famille qui, comme l'avait si bien dit Lucas, était plus forte et plus complète depuis qu'Amélie en faisait partie. L'histoire de cette rencontre improbable entre une enfant des rues et l'un des hommes les plus puissants de France continuerait d'inspirer bien des gens. Elle rappellerait que même dans les moments les plus sombres, le courage d'une seule personne peut faire la différence, que la véritable richesse ne se mesure pas en euros ou en possessions, mais en connexions humaines et en intégrité, et que parfois le plus beau des cadeaux vient des sources les plus inattendues. Au moment où Amélie s'endormait cette nuit-là, paisible et en sécurité pour la première fois depuis des années, elle savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et c'était une bonne chose.